On ne présente plus Jean-Philippe Daguerre, qui règne sur le théâtre parisien et hexagonal d'une force tranquille. D'abord acteur, il triple le champ des possibles depuis plus de 20 ans, en se rajoutant les casquettes de metteur en scène et d'auteur-adaptateur qui lui ont rapporté une nomination prestigieuse et Molières en pagaille, notamment pour ses pièces à succès Adieu Monsieur Hoffmann et Du charbon dans les veines. On retrouve sa prose actuellement en librairie et au théâtre du Petit Montparnasse avec l'excellent La femme qui n'aimait pas Ravi Jacob, une nouvelle pièce inspirée de faits réels qui émaille sa théâtrographie. Jean-Philippe Daguerre me fait l'honneur de participer au premier numéro de Dramaturgie, le podcast qui met en scène l'écriture théâtrale, et en sa compagnie, nous allons notamment aborder la mise en scène de ses propres écrits. Jean-Philippe, bonjour et merci de participer à ce premier numéro de Dramaturgie. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec cette première question. Depuis quand écris-tu ? Et te souviens-tu de ton premier écrit de fiction ? Est-ce que c'était déjà du théâtre ou alors tout autre chose ? J'ai commencé à écrire autour de 20 ans des chansons parce que j'avais écrit un groupe de rock qui s'appelait Les Facéties et nous étions 2 chanteurs-auteurs à l'époque et pendant plus de 10 ans j'ai écrit quelques chansons et mon camarade Hervé Rigaud aussi. Donc ça a été mes débuts dans la chanson et c'est tout. À part des poèmes et des chansons, je n'écrivais pas du tout du théâtre ou quoi que ce soit, ni aucun essai, ni roman. Donc ça, c'était mes débuts. Après, j'ai eu une envie, à force de mettre en scène, je me suis un peu challengé et je me suis dit à une époque où on s'ennuyait entre copains, en tant qu'intermittent du spectacle, au printemps, on dit on n'a plus rien à faire. Je dis, vous voulez pas que je vous écrive quelque chose ? Je sens là, j'ai un petit sujet, j'avais une idée et j'ai écrit Cupidon n'a pas dit non, qu'on a joué au théâtre Pixels il y a plus de 20 ans, un théâtre de 33 places. On était 9 sur scène et après ça a été joué à l'Actéon. On a réussi à remplir pendant 1 mois et demi ce petit théâtre pour la jouer à l'Actéon. Ça s'est très bien passé. Mais bon, je me suis pas dit à ce moment-là, je suis auteur. J'avais écrit pour l'occasion et je pense qu'on avait une bonne équipe et que voilà, c'était sympa parce que j'avais fait pas mal d'impro, j'avais filmé des trucs. Voilà, je m'étais amusé à faire ça, mais sans avoir aucune conscience qu'un jour je me remettrais à écrire. Et puis en rencontrant dans ma vie Charlotte Matzneff, qui est devenue mon épouse, elle a eu un beau talent d'auteur aussi et elle avait envie également de se tenter à l'écriture. Et du coup, on a fait le pari d'écrire ensemble une comédie qui s'appelait Nous sommes une femme, une comédie un peu onirique, poétique et sarcastique. Et voilà, et ça nous a vachement plu de faire à 4 mains cette écriture. C'est un spectacle qui a bien marché. On n'avait pas un pet d'argent, aucun moyen. Donc toutes les recettes, je payais les cachets des comédiens, mais on n'avait pas déclaré les droits d'auteur, tout ça. On faisait vraiment ça en bénévolat. Mais on a joué au Petit Gymnase pendant 2 ans, tous les samedis dimanches à l'époque. C'était il y a, je pense, plus de 15 ans. Et après on avait joué au Théâtre des Variétés en soirée, dans la petite salle, tout en haut, au grenier du Théâtre des Variétés. Et ça a été une aventure super parce que moi j'aimais beaucoup ce spectacle et on n'avait pas de moyens, mais on avait réussi quand même à avoir des idées et on avait de bons papiers de presse. Et donc c'est vrai que là, je m'étais dit, alors on l'avait fait à 4 mains, mais je m'étais dit, j'avais la sensation, en tout cas, d'avoir du plaisir à écrire. Alors du plaisir à écrire avec Charlotte. Et après j'ai eu du plaisir à adapter. J'ai adapté du jeune public, Alice au Pays des Merveilles, Aladdin, La Flûte enchantée de Mozart. Et voilà. Avant de faire Adieu Monsieur Hoffmann, j'ai quand même fait pas mal d'adaptations pour me mettre en confiance. Et après, j'ai donc écrit Adieu Monsieur Hoffmann, qui a été mon premier, on va dire, sujet original, ma première pièce signée vraiment en solo à partir d'un sujet original. Du coup, à partir de là, ça m'a donné envie d'écrire parce que j'ai pris confiance grâce au Molière d'auteur. J'ai pris confiance. Et quand on prend confiance, on se dit, ça vaut peut-être le coup d'explorer ce nouveau petit talent. Donc, non seulement ça m'a fait énormément de bien pour la confiance, mais également d'écrire, c'est quelque chose qui me soulage énormément parce que je me suis rendu compte que c'était devenu un peu vital de m'embarquer avec mes personnages et mes histoires, de vivre avec toute l'année avant de me mettre à aller, parce que en général, quand j'écris un sujet, je passe 6 mois, 8 mois à ne rien écrire et à vivre en pensant à tout ça, en notant des petites choses par-ci par-là, et après je m'isole 8 jours. Et en 8 jours, j'écris entièrement la pièce, la V1. Jamais au-dessus de 8 jours. 8 jours, 8 nuits. En fait, je m'isole entièrement, j'écris dès que j'ai un moment d'inspiration, à toute heure de la nuit et du jour. Voilà, c'est un peu ma recette, et après je reviens épuisé, et je fais une V2 une fois que j'ai fait lire à des copains.
des amis, je leur dis voilà ce que j'écris, ils me font des retours très constructifs souvent. À partir de là, je repars sur la V2 de façon plus tranquille. Mais j'ai toujours besoin de faire maturer un sujet pendant plusieurs mois et après, paf, je m'isole et je ponds. Et cet isolement, il se fait toujours au même endroit ? Je change à chaque fois d'endroit, c'est selon l'inspiration. Voilà, par exemple, au Charbon dans les Veines, j'avais envie d'aller faire un tour dans la région du Nord, puisque ça se passe à Delémine. Donc j'ai écrit à Lille. J'ai pas été en plein dans les corons. J'ai pas eu ce courage-là où je voulais pas être trop dans. Enfin, moi, j'ai toujours un peu peur de la réalité. J'ai toujours besoin de garder un esprit romanesque avec tous les sujets que je fais. Donc, je me renseigne au départ, mais j'essaye d'avoir suffisamment d'avoir la possibilité d'oublier le réel pour m'immerger dans le romanesque. J'aime inventer à partir de faits réels, mais j'aime bien que le côté romanesque prenne le dessus sur le côté renseigné, savant, intelligent. J'aime bien laisser faire mon esprit, et parfois j'ai après que je recorrige avec la réalité, avec les faits historiques quand je me trompe. Mais j'aime bien me tromper, ça me permet de ne voir aucune limite. Justement, en parlant d'histoire, c'est quelque chose qui a l'air d'être récurrent dans ton théâtre, que ce soit à travers la Seconde Guerre mondiale, comme on a eu dans Le Petit Coiffeur, ou Adieu Monsieur Hoffman, ou là récemment, le fait divers que l'on retrouve dans La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, qui était d'ailleurs totalement oublié, ou presque. Est-ce le fruit du hasard, ou une véritable obsession ou passion pour l'histoire ? En fait, je n'ai aucun rapport. Les sujets que je choisis n'ont pas un rapport avec l'histoire. Par exemple, dans l'anecdote tragique, le truc extraordinaire d'ailleurs, qui s'est passé le 18 octobre 1973 avec ce détournement d'avion le jour de la sortie de Rabbi Jacob. En soi, c'est un événement étonnant, mais c'est pas ça qui m'a intéressé. C'est marrant, mais j'aurais pu ne rien écrire si j'avais pas été tombé amoureux des personnages que j'utilise, notamment cette femme qui détourne l'avion. Si grâce à des articles de journaux qui l'ont dépeint, d'Ami Yael, de Sylvie Maton, Sylvie Bourgeois-Arel, de gens qui l'ont connu ou pas connu, même son fils, pas son fils elle, mais le fils de son mari, qui l'a connu, qui l'a décrit, la façon qu'il l'a décrit m'a donné envie. J'ai trouvé cette femme un peu extraordinaire. Elle fait un acte un peu extraordinaire et un peu fou, évidemment, en détournant cet avion, mais en même temps, sa personnalité, elle est incroyable. Dans la description journalistique que j'ai appris d'elle, je me suis dit, j'ai envie de l'aimer, et je suis parti avec ça. Non, je recherche jamais les faits historiques en soi, je cherche juste des sujets qui me touchent et des personnages à aimer. Et c'est vraiment ma première préoccupation. Et en fait, ce que j'aime bien dans l'histoire, en fait, en mettant des histoires qui se passent dans le passé, c'est simplement parce que je trouve qu'on est tellement dans notre actualité, dans notre réalité, à travers les réseaux sociaux, les informations permanentes, que quand on va au théâtre, je trouve que ça fait du bien d'avoir un peu de distance sur notre époque. Et je trouve qu'on trouve des choses très belles à raconter dans le passé, à travers des personnages, notamment avec des grands auteurs. C'est pour ça que j'adore le théâtre classique. Je suis un fan de Molière, des grands, de Victor Hugo, de Cyrano. Enfin, j'ai monté Cyrano de Bergerac, j'ai mis en scène le Cid, j'ai mis en scène 9 pièces de Molière. J'adore ça parce que je trouve que c'est des pièces extrêmement belles au niveau de l'écriture, et en même temps au niveau de ce que ça raconte. Et je trouve que de raconter la vie des gens dans le passé, ça permet aux gens d'aujourd'hui parfois de mieux voir leur propre miroir de leur vie en faisant le petit voyage dans le passé. Alors que parfois, de le faire exactement, de mettre le miroir de notre vie en direct, je trouve que on n'obtient pas forcément la bonne distance pour prendre du plaisir et avoir un regard objectif sur ce qu'on est. C'est pour ça que j'adore prendre de la distance sur notre quotidien. Dans ton œuvre en tant qu'auteur, il y a plusieurs types, on pourrait dire. Il y a l'adaptation, il y a la coécriture, il y a l'écriture en solo. Peux-tu nous parler de l'exercice de la coécriture qui, à mon sens, n'est pas quelque chose de très évident ? J'ai plus de facilité la coécriture est difficile pour moi, mais en même temps elle est intéressante parce que ça oblige à faire des efforts, d'écoute. C'est autre chose, c'est un peu comme quelqu'un qui fait un seul en scène, qui joue avec d'autres, c'est pas pareil. C'est vrai que naturellement, je me sens plus à l'aise en étant auteur avec mon sujet. En fait, comme moi, j'ai toujours peur de vexer les gens ou de m'imposer un peu trop. La coécriture, souvent, me met un petit peu mal à l'aise parce que j'ai trop de principes entre guillemets, de probité pour me dire, il faut que je laisse la place. Enfin, au moins, quand j'écris tout seul, des comptes à rendre qu'à moi-même.
Voilà. Et parfois, dans la coécriture, j'explore pas des endroits où que je pourrais explorer parce que je veux pas peut-être vexer le partenaire qui a déjà travaillé dessus, qui a réfléchi dessus. J'essaie de donner de la place. Et quand on donne de la place, ça peut être vraiment très très bien, mais en même temps, parfois c'est pas facile. Mais en même temps, j'ai énormément aimé le résultat des collaborations que j'ai eues avec Charlotte Matzneff dans Nous sommes une femme, avec Pierre-Olivier Scotto sur Le voyage de Molière, où ça a été quand même très complémentaire. Et avec L'Injuste, avec 3 autres auteurs, dont Alexandre Amiel, Yael Berdugo et puis Alexis. Et enfin voilà, on était 4 auteurs, mais bon, ça s'est passé de façon différente. Ils ont été d'abord 3 auteurs à avoir écrit une première version, et moi on m'a demandé à partir de cette version d'y apporter ma touche personnelle. Donc c'était pas 4, on n'a pas travaillé ensemble. Ils ont travaillé tous les 3 ensemble, et après on m'a donné le bébé, et moi j'ai un petit peu amené ma touche. Je me suis occupé du bébé. Voilà. À chaque fois, c'est des façons différentes. Mais c'est vrai que naturellement, je pense que je suis plus fait pour écrire mon histoire. Là aussi, je travaille à 4 mains avec Julien Sandrel en ce moment sur un projet. C'est très intéressant parce que je l'aime beaucoup et que j'ai des affinités avec lui. Mais ce n'est pas le même travail. Ça me demande plus d'efforts. J'écris beaucoup plus vite quand j'écris tout seul. Dès que j'adapte, c'est beaucoup plus long. Même quand j'adapte Les Trois Mousquetaires ou Harlequin, serviteur de Demetre de Goldoni, je mets beaucoup plus de temps en temps de travail que quand j'écris moi-même une pièce dans laquelle je me laisse porter par mon inspiration. Et là, je me laisse aller, je réfléchis pas, c'est moi face à moi, en gros. Quand j'ai les comptes à rendre à des auteurs, comme Alexandre Dumas, même s'il est mort, à son œuvre, ça me met une pression supplémentaire et je n'ai pas le quartier libre. Donc je suis extrêmement concentré pour à la fois laisser vivre mon inspiration, mais ne pas trahir l'inspiration de celui qui l'a écrit à la base. Ce sont des efforts différents, c'est un travail différent, mais c'est vrai que là où je suis le plus naturellement efficace, il me semble, c'est quand même quand j'écris tout seul. Mais j'aime bien le défi du partage. C'est toujours important de pas être toujours tout seul. Donc toute expérience est bonne à prendre quand on y prend du plaisir. Tu parlais tout à l'heure de ton écriture en solo où tu partais comme ça 8 jours, t'enfermer quelque part pour créer. Est-ce que tu as une méthode particulière, un processus créatif ? Moi, j'écris que à l'instinct. Je n'ai jamais de méthode. Je suis quelqu'un qui a un petit peu des câbles qui ont du mal à connecter dans mon cerveau à plusieurs endroits, des dyspraxiques. Bon, je vais pas rentrer sur des sujets comme ça, mais c'est vrai que pour moi, je travaille énormément à l'instinct et à l'émotionnel. Donc, une fois que j'ai trouvé mon sujet en gros et que j'ai surtout trouvé mes personnages, je vis avec mes personnages. Et quand j'écris la première scène, je sais pas forcément ce qu'il y aura dans la deuxième. Je n'ai pas de plan de travail. Je sais à peu près de quoi je pars, à peu près comment ça va finir, même si à chaque fois ça finit pas exactement comme je l'ai prévu, puisque mes personnages deviennent patrons de mon inspiration. Donc je me laisse guider par l'inspiration que m'amènent les personnages au fur et à mesure des scènes. Donc quand j'écris la première scène, je sais pas ce que je vais écrire. La deuxième apparaît pendant que j'écris la première. Parfois ça peut arriver que je me dis j'ai une idée d'une scène, mais elle est un peu trop proche, il faut que je la mette plus tard, donc je la mets dans un coin, mais je l'écris quand même. Et après je reclasse un peu tout. Souvent dans mes pièces, je réordonne des chapitres en me disant il vaut mieux que celui-ci soit avant. Mais je laisse vraiment faire l'inspiration. Tout le temps, je me mets à l'intérieur de chaque personnage et je les fais parler, j'écris ce qui me sort par la tête quand je pense à eux. Et avant la version finale que l'on découvre sur scène, il y a eu combien de versions différentes auparavant ? En gros, je fais à peu près 3-4 versions. Voilà, en gros. En fait, après, il y a la vérité du plateau. Quand on se met à la lire avec tous les comédiens, on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont un petit peu longs. Puis après, la vérité du plateau. Donc l'avantage, quand on est metteur en scène de sa propre écriture, c'est qu'on peut revenir dessus. Donc, dans toutes les pièces que j'ai montées, j'ai toujours fait des rajouts ou où je me suis dit, tiens, il manque un élément dramaturgique. Je l'ai fait sur le charbon dans les veines. Le charbon dans les veines, j'ai rajouté une scène au bout de 70 représentations. Je me dis, il manque une scène, une petite scène, toute petite, mais je sentais qu'il manquait quelque chose, et il a fallu 70 représentations pour que je me rende compte et que j'écrive cette nouvelle scène. Donc c'est toujours un chantier. Une pièce là sur la femme qui est par Rabbi Jacob, il y a encore 3 jours, en parlant avec Charlotte Matzneff, qui joue donc le rôle de Daniel Craven, il y a une phrase qu'elle voulait retoucher et ça me trottait. Je sentais qu'il fallait. J'étais d'accord en fait. Et du coup, on l'a enlevé. C'est toujours un chantier. C'est toujours le théâtre a une vérité et c'est la vérité du plateau. Donc parfois, j'écris une pièce quand elle est éditée, je ne la retouche pas. Quand on me demande à l'étranger d'être jouée, je dis dans ma version de ma mise en scène, j'ai eu besoin de couper ça. Mais je laisse faire celui qui va la monter. Le metteur en scène, il devient aussi le patron de l'histoire. Et selon les comédiens qu'il a, selon sur quoi il a envie
d'insister, il peut très bien garder des chapitres que j'ai coupés ou couper des endroits où moi j'ai gardé. Voilà, donc souvent j'ai une œuvre, elle est un peu brute, mon texte est là, on se met à le jouer, mais après il évolue au fur et à mesure des répétitions. Et même des représentations parfois. Bah justement, en parlant de mise en scène, est-ce qu'elle t'apparaît immédiatement lorsque tu écris ou est-ce que c'est au fur et à mesure? Comment ça se passe? Quand j'écris, je ne pense pas à la mise en scène, mais il n'empêche qu'elle vient tout le temps s'insinuer dans mon esprit. Et au début, c'est ce que j'avais dit sur Radio Monsieur Hoffman, surtout, je me suis senti comme un metteur en scène qui écrit. Je voyais tout mon schéma, je voyais ma mise en scène, je me dis, ça c'est possible d'aller dans tel endroit, mais pour ça, enfin, j'avais quand même mon esprit metteur en scène qui prenait vraiment une grande part à l'écriture. Puis au fur et à mesure, c'est toujours resté, mais c'est vrai que plus ça va, plus je m'abandonne un petit peu on va dire, j'essaye de mettre un peu de côté la mise en scène pour laisser un libre arbitre et me laisser faire aussi par la pièce, parce que quand on veut trop savoir ce qu'on veut, on laisse peu de place à l'improvisation, et l'improvisation, je trouve que c'est tellement important. Et puis parfois un comédien, celui que vous avez choisi, il vous apporte quelque chose dans sa façon d'aborder le texte, sa façon d'aborder le personnage que vous n'avez pas prévu. Donc la direction d'acteur, c'est aussi de la mise en scène, c'est presque encore plus important que d'avoir des idées de scénographie ou de mise en scène. C'est selon les comédiens qu'on choisit, le spectacle existe, et si j'avais pris d'autres comédiens, j'aurais pas fait la même mise en scène. Donc c'est pour ça que j'essaye qu'elle soit pas trop autoritaire, ma mise en scène. Elle évolue en fonction de ce qui se dégage de l'acteur que j'ai choisi aussi. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de parler à voix haute, de faire toutes mes répliques à voix haute. Il y a aussi le comédien, j'ai de l'expérience de comédien, donc pour voir si ça sonne, si ça marche bien. Et c'est vrai que parfois je me dis, tiens, je fais une scène qui a lieu là, celle d'après, il faudrait que je change de lieu. Je suis quand même en train d'anticiper la mise en scène, c'est sûr. Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait adapter tes textes ailleurs, à l'étranger notamment. Est-ce que ils doivent également adapter ta mise en scène, ou est-ce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec ton texte? Ah mais ma mise en scène, ils font ce qu'ils veulent. Quand on donne les droits à l'étranger, je l'ai donné sur Hoffman, sur nous, j'en ai à peu près 20 pays qui l'ont joué et traduit. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, ils sont pas là pour reproduire ma mise en scène. Je sais qu'il y a des règles dans la comédie musicale très très strictes par rapport à ça, mais moi pas du tout. Je pense que chaque personne qui s'empare de mon texte, il doit raconter son histoire. Moi, je trouve ça déprimant en tant qu'auteur qu'on fasse toujours la même mise en scène. Un auteur n'est heureux que si tout d'un coup il y a des visions différentes de personnes qui le jouent différemment, qui le mettent en scène différemment. J'avoue que personnellement, c'est un des trucs qui je trouve aberrant dans la comédie musicale, c'est d'obliger à des mises en scène. Il y a une espèce de, on n'a pas le droit de toucher. Enfin voilà, on est aux États-Unis, c'est monté par un type super bien, sans doute. Mais quand c'est joué en France, on laisse aucun libre arbitre à l'interprétation autre que celle qui a été fixée. Donc c'est ça qui est un peu, je trouve un peu dommage. Je trouve dommage qu'il y ait des œuvres qu'on joue depuis 30 ans dans des comédies musicales qui sont formidables, mais qui sont tout le temps mises en scène de la même manière parce que c'est obligatoire. Ça, j'avoue que c'est aberrant. C'est pour ça que j'ai du mal à la mise en scène. En tout cas, si un jour je mets en scène une comédie musicale, ce que j'aimerais bien, j'adore les artistes qui chantent, qui jouent, qui dansent. Moi, j'adore la musique, j'adore ça. Mais je sais que j'irai pas chercher une œuvre qui a déjà été montée ailleurs. J'avoue que j'y trouverai pas du tout de plaisir. J'ai besoin d'avoir un libre arbitre. Je préfère faire quelque chose où moi-même j'écris à la limite la comédie musicale, mais ou celle de quelqu'un d'autre, où on a le droit de rêver ce qu'on veut en tant que metteur en scène. Je suis bien d'accord. Je voulais revenir à ton actualité, donc La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, qui a pour particularité d'être à la fois donc une pièce de théâtre qui est jouée actuellement au Petit Montparnasse, mais aussi un roman publié chez Albin Michel. Lequel des deux est né en premier finalement? Est-ce que c'est le roman ou est-ce que c'est la pièce? Parce que finalement les dialogues du livre sont assez proches de ceux de la pièce. Est-ce que la pièce a servi de base au roman? Est-ce que le roman t'a permis de faire finalement de plus longues didascalies qu'on pourrait avoir au théâtre? Comment ça s'est passé en fait? Alors au départ, je fais un déjeuner avec Bertrand Tamin, le directeur du théâtre Montparnasse, il y a 3 ans, et il me dit, j'ai entendu une histoire incroyable, et cette histoire, c'est celle évidemment que je raconte dans la pièce. Il m'a dit, si tu en fais une pièce, je te la produis au théâtre Montparnasse. Alors j'ai dit, je vais voir, je vais essayer de me renseigner d'abord si je suis inspiré par le sujet. Alors c'est sûr que quand il m'a sorti le sujet, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais de là à en faire une pièce, parfois on a des sujets extraordinaires, on s'en empare pas parce que on n'a pas l'inspiration pour ça. Bon, j'ai eu cette inspiration, je lui ai dit banco, j'essaye de faire une pièce.
Je vais voir mon éditeur Gérard de Cortance chez Albin Michel, qui me représente chez Albin Michel, qui est mon conseiller, et il m'avait édité 2 pièces déjà juste avant, et je lui dis voilà le sujet de la prochaine pièce, ce que c'est. Il dit ouais mais c'est extraordinaire, un sujet pareil, mais moi j'adorerais que tu nous en fasses un roman pour Albin Michel et non pas une pièce, parce qu'avec un sujet comme ça, il faut faire un roman. Donc du coup, il me convainc de faire le roman. Il me dit, fais un roman, ça t'empêche pas de faire la pièce. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est vrai. Donc du coup, j'ai rempli mon contrat moral avec Bertrand Tamin en lui faisant une pièce et avec Albin Michel en leur faisant un roman. Et c'est vrai que j'ai écrit les deux en même temps, tout le temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues. Je me suis servi des dialogues que j'ai trouvés pour la pièce dans le roman. Parfois, je trouvais des dialogues dans le roman que j'ai mis dans la pièce. Voilà, j'ai écrit vraiment les deux. J'avais 2 dossiers différents sur l'ordinateur. J'en ouvrais l'un. Dès que je le sentais dans l'inspiration, le roman, c'est une inspiration très différente. C'est quelque chose, il faut laisser partir l'esprit sur la description, sur l'inspiration. C'est très différent. On n'écrit pas un roman de la même manière qu'une pièce. Sauf que j'ai la chance d'avoir une facilité à faire des dialogues, étant auteur de théâtre et adorant faire des dialogues. Du coup, je me suis servi, j'ai un roman où il y a beaucoup de dialogues par rapport à d'autres romans, mais c'est vrai que j'ai adoré l'exercice aussi d'aller un petit peu rêver les choses différemment que pour le théâtre à travers le roman. Donc j'ai fait l'un avec l'autre et l'un pour l'autre et les deux se sont un petit peu complétés. Le roman, c'était beaucoup plus long, parce que je l'ai fait différemment. Voilà, je me suis pas isolé. Je m'étais isolé au départ pour créer la première version, qui était un peu. Je notais tout ce qui me venait à l'esprit, mais je l'ai plus écrit comme une pièce. J'avais demandé conseil à Eric Emmanuel Schmitt par l'intermédiaire d'une amie qui lui avait écrit de ma part, parce que j'étais embêté. J'avais jamais, comme lui, Eric Emmanuel Schmitt écrit et du roman et du théâtre, et surtout c'est grâce à lui que je suis rentré chez Albin Michel, donc je préfère m'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc il a répondu qu'il fasse comme quand il fait une pièce, c'est ce qu'il sait faire, qu'il s'appuie sur ses points forts, en tout cas les points de confiance, et à partir de là, il laisse faire, il décrit un peu plus les choses, il laisse faire, et puis c'est ce que j'ai fait. Et Gérard de Cortance aussi, qui écrit également et des pièces et des romans, m'a dit la même chose. Donc voilà, j'ai pris les conseils partout, où j'avais des gens brillants et beaucoup plus expérimentés que moi, et j'ai eu la chance d'être suivi par Gérard de Cortance pendant l'élaboration du roman. Je lui ai envoyé les 30 premières pages, il me faisait des retours et tout ça, et ça s'est très très bien passé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les deux, mais j'étais plus challengé par le roman. Mais le roman, c'est vrai que je me suis mis à écrire un petit peu tous les jours, toutes les semaines. Parfois, je laissais deux semaines, je reprenais. J'ai eu 2 ans pour le faire, j'étais peinard. Donc c'est vrai que la pièce a été écrite beaucoup plus vite, comme d'habitude en fait. Mais le roman, en même temps. Il était quand même nourri par la pièce, donc ils se sont nourris tous les deux, vraiment, c'est vraiment, j'ai eu besoin de l'un et de l'autre pour aboutir l'un et l'autre. Et du coup maintenant, ça te donne envie de faire un roman qui ne serait pas forcément adapté en théâtre ? Oui, c'est vrai que ça m'a donné envie de faire des romans, mais le problème que j'ai actuellement, c'est que je suis triste parce que j'ai pas de sujet qui me... Alors c'est la première fois depuis 10 ans, depuis que j'ai fait Adieu Monsieur Hoffmann, où j'ai pas un sujet, quand je sors toujours une pièce, je suis toujours en train d'écrire à ce moment-là un autre sujet. Et là, c'est la première fois en 10 ans que, alors autant je suis sur d'autres projets, d'autres mises en scène, puis une coécriture avec Julien Sandrel, mais un sujet à moi qui m'inspire, avec lequel je peux vivre chaque jour, enquêter, chercher des petites choses, noter des détails. C'est vivre avec une autre histoire, pendant que celle-ci se joue. Alors là, en ce moment, se joue la femme qui n'est pas Rabbi Jacob, mais c'est vrai que je suis assez désarçonné. Je me sens un petit peu... Je pense que j'ai un petit surmenage, comme du charbon dans les veines est un spectacle qui m'a demandé énormément d'énergie puisque je joue dedans, qu'il a fallu former 2 équipes, qu'on joue beaucoup et à Paris et en tournée. Je pense que j'ai pas l'esprit assez libre pour capter un sujet, une histoire qui tout d'un coup me happe et il me permet de rêver avec. Et donc je suis à la recherche de ce nouveau rêve, de nouveaux trucs qui me touchent. Alors il y a plein de choses qui me touchent, mais pas assez pour me dire tiens là. J'ai un truc, je sens que je peux écrire une pièce. Je pense qu'il faut que je me repose. Et une fois que mon esprit sera plus reposé, je serai plus ouvert à la rencontre. Si on devait décrire l'écriture de Daguerre en quelques mots, ce serait lesquels ? Mon écriture, c'est très dur de parler de soi par rapport à ça. Je pense je suis un peu un buvard de plein de choses qui m'ont énormément marqué. J'ai énormément lu tout Marcel Pagnol quand j'étais jeune et puis Jacques Prévert. Je le sens aujourd'hui dans mon style, dans mon univers, qu'il y a quelque chose qui surgit de cette enfance, de cette adolescence. J'avais même mis de côté la lecture et les œuvres de Pagnol depuis plus de 30 ans. Et c'est quand j'ai fait Le Charbon, on m'a dit encore un truc, on sent un univers à la Pagnol. Et j'ai dit, je relu Pagnol, à ce moment-là, j'ai dit, mais c'est incroyable comme c'est vrai, comme il y a quelque chose qui ressemble à ça. Donc je pense que je suis nourri de cet univers-là, et également des grands classiques que j'ai montés,
à force d'être spectateur, puisque j'ai longtemps été un metteur en scène qui allait à toutes les représentations. Donc quand vous entendez 600 fois Cyrano, 500 fois le Cid, au début je faisais ça, maintenant j'ai plus le temps. Les pièces de Molière, il y a quelque chose, une petite musique qui reste, un vocabulaire qui nous permet de mettre des mots sur nos émotions, une matière sonore, rythmique qui vous enrichit. Donc moi je pense que j'étais pas du tout fait pour être auteur, j'ai jamais envisagé de l'être, mais je sais que j'étais un être hyper sensible, et je sais que ma force c'est cette sensibilité extrêmement forte qui est comme ça, qui est presque, j'ai employé un mot un peu terrible, un peu autistique, parce que je pense que c'est un peu le cas. J'ai une relation au monde qui est particulière, je connais peu de gens qui fonctionnent exactement comme moi, et c'est comme ça, c'est à la fois un handicap pour certaines choses, et un atout pour d'autres. Et donc, je pense que l'expérience d'être nourri par ces auteurs classiques, ces grands auteurs, avec ma sensibilité, j'ai réussi à trouver, grâce à ces auteurs, un vocabulaire et des mots et une matière qui m'a permis de mettre des mots sur mes émotions. Et je pense que c'est mon point fort. Et l'autre point fort, je pense que c'est la recherche de la simplicité en permanence, de ne pas écrire deux phrases quand on peut en écrire qu'une. C'est toujours dégraisser, de ne pas m'écouter écrire, de pas trop s'écouter, de pas trop, voilà. J'essaye toujours d'aller à nettoyer, que ce soit une fausse simplicité. En fait, c'est très très compliqué d'être simple, mais c'est toujours ce que je recherche. Quelque chose de simple, qui permet aussi, quand c'est du théâtre, au comédien de s'en emparer, de lui amener sa propre histoire. Est-ce que tu pourrais abandonner la mise en scène pour ne faire que de l'écriture, ou alors l'inverse ? Non, là, actuellement, j'avoue que je n'ai pas du tout envie d'abandonner l'écriture parce que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Et quand on arrive à un certain âge, ce qui est mon cas, je passe dans la dernière tiers de ma vie, je crois que l'écriture est quelque chose qui s'impose pour libérer des choses, parce que tout d'un coup, elles ont été enfermées pendant des années, et le temps nous permet après de le faire. Et moi, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir le faire et d'avoir des gens qui ont confiance en moi par rapport à ça. Et même si un jour on n'a plus confiance pour éditer mes livres ou mes pièces, je sais que c'est quelque chose que je vais continuer à faire jusqu'au dernier jour. Écrire, c'est devenu quelque chose de vital. La mise en scène, ça a été vital jusqu'ici. J'adore la rencontre, j'adore les comédiens, j'adore les faire des spectacles, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai tellement donné, tellement mis d'énergie, tellement de moi, que j'avoue que j'ai un petit moment si je dois faire une pause, ce sera sur la mise en scène. Mais sur l'écriture, je pense que c'est impossible. Et quels seraient les auteurs de théâtre de ton panthéon ? Les auteurs de théâtre que j'adore, c'est les grands auteurs classiques, Victor Hugo, Molière, Corneille, c'est Marivaux. C'est vraiment, j'ai du mal alors, j'ai beaucoup de respect pour les auteurs contemporains, et j'ai de très très bonnes pièces, mais je mentirais en disant que je les lis pas. J'aime beaucoup Joël Pomera, par exemple, et d'autres auteurs contemporains. Il y a plein de choses qui sont très brillantes, mais je vais pas mentir, moi je suis quelqu'un qui est nourri par le théâtre classique. C'est vraiment, et puis j'ai adoré Novarina, qui est très différent, qui est décédé il y a pas longtemps, parce que tout simplement j'ai joué ses mots quand j'étais très jeune. Il y avait quelque chose d'un peu fou, sonore, rythmique. Cette matière a beaucoup inspiré quand même mon écriture aussi et mon univers. Voilà, Valère Novarina est un auteur qui m'a beaucoup marqué. Après, j'ai dit Jacques Prévert, Jean Anouilh, j'aime beaucoup Marcel Aimé, j'adore. Marcel Pagnol, qui est pour moi un des plus grands, parce qu'il arrive à allier cette simplicité, cette humanité, à trouver des personnages qui sont à la fois noirs et blancs. Ils sont pas que gentils ou méchants, il y a toujours une complexité. Et pareil, la recherche d'un théâtre simple, mais qui est pas du tout simpliste. C'est ce qui m'inspire le plus. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à des auteurs, des jeunes auteurs qui voudraient se lancer dans l'écriture théâtrale ? Parce que c'est quand même un type d'écriture particulier. Moi, j'ai aucun conseil à donner en tant qu'auteur. Je suis trop... je suis tellement pas un auteur, tellement pas construit comme ça, que je peux pas donner... La seule chose que je peux dire, c'est que quand on a envie d'écrire, et que ça devient vital, il faut absolument écrire. Et après, il faut avoir aussi l'humilité de comprendre la critique et de l'accepter, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'auteurs qui ont trop peur c'est tellement d'investissement d'écrire, que je rencontre beaucoup d'auteurs qui ne font pas lire ce qu'ils font à d'autres. Et moi, je pense avoir eu, entre guillemets,
l'humilité, même si c'est très dur d'avoir les retours des autres quand ils vous critiquent. Je fais attention à me faire critiquer, et quand je fais des lectures publiques, je dis toujours aux spectateurs qui sont là, ceux qui vont me dire c'est super me rendent beaucoup moins service que ceux qui vont me dire mais moi j'ai été gêné par ci, je suis pas fan de ça, il me semble qu'il manque ceci. Eux ils vont m'aider à faire une version supérieure, et c'est vrai que je me rends compte que j'ai eu la chance à chaque fois dans mes pièces, il y a eu des choses décisives qui ont été dites par les autres, donc je sais que mes pièces existent aussi grâce aux autres, déjà par les comédiens qui les interprètent, qui amènent vraiment leur univers et leur investissement, mais avant même que ce soit mis sur scène, je trouve que c'est important, selon moi, d'écouter la critique. La critique est hyper importante. Ça ne veut pas dire qu'on doit écouter tout ce qu'on vous dit, mais souvent, elle rejoint des doutes, et quand ces doutes se rejoignent, et que vous avez 3 personnes qui vous disent la même chose, c'est un peu ballot de dire non, mais moi j'aime bien, j'assume. Et je trouve qu'il y a trop d'auteurs. Quand je vois des pièces, je me dis purée, ça pourrait être génial, mais pourquoi il y a ça, pourquoi? Et souvent en parlant je me rends compte qu'ils n'ont jamais fait lire ce qu'ils ont fait avant, et une fois que c'est là, et je pense que c'est ce qui fait la différence. Je ne dis pas que que mes œuvres sont parfaites, mais en écriture, et elles sont pleines de défauts, mais par contre elles sont pleines de défauts, mais je fais en sorte tout le temps qu'il y en ait le moins possible. Voilà, je ne sais jamais arrêter, et je me remets en question en permanence. Cet entretien a été réalisé le 13 février 2026 au sein du foyer du Théâtre Montparnasse, que je remercie encore pour son accueil. Je remercie évidemment vivement Jean-Philippe Daguerre d'avoir bien voulu essuyer les plâtres de ce premier numéro de dramaturgie. Il y a sûrement eu quelques petits soucis techniques et je m'en excuse auprès des auditeurs et auditrices. J'espère que ça ne s'est pas trop remarqué. J'essaierai de faire encore plus attention pour les prochains numéros. Encore merci, et évidemment, allez au théâtre le plus possible. Et lisez-en, c'est très intéressant.